c'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Benjamin Bachelier est dessinateur, Stéphane Melchior est scénariste. Ensemble, ils revisitent le clan des Otori, une fresque puissante au cœur du Japon médiéval, qu'ils publient aux éditions Gallimard Jeunesse. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Benjamin Bachelier et Stéphane Melchior. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre des auteurs et parfois leurs éditeurs, car aujourd'hui nous allons changer un petit peu notre manière de faire puisque nous n'avons pas d'éditeurs mais deux auteurs qui sont avec nous pour raconter leur travail avec lequel ils nous emmènent en bande dessinée dans le Japon féodal, au scénario Stéphane Melchior, bonjour. Bonjour. Et au dessin Benjamin Bachelier, bonjour. Bonjour. Le clan des Otori, c'est le titre de la série que vous lancez avec un premier épisode paru aux éditions Gallimard, bande dessinée sous le titre Le silence du rossignol. Il s'agit ici d'une adaptation des romans de Liane Hearn. Avant cet album, messieurs, vous qui avez déjà travaillé dans la bande dessinée séparément, mais aussi travaillé ensemble sur quelques albums, vous nous emmeniez dans d'autres univers que celui de ce Japon et de ce Japon féodal, même si c'est un Japon fictif que Liane Hearn avait inventé, mais quel attrait, quelle connaissance vous aviez du Japon qui vous a donné envie, Stéphane Melchior, de vous attaquer à cette fresque? Eh bien, mon intérêt pour le Japon, il est ancien. Il remonte au moins à mes études d'histoire de l'art. Et ensuite, à un voyage assez formidable, effectué pas dans tout le Japon, parce que c'est un long pays, un grand pays et un long pays surtout. Et j'ai démarré aussi en bande dessinée avec des récits qui parlaient justement du folklore japonais. Voilà, donc c'est une affection ancienne. Voilà. Et vous, Benjamin Bachelier, est-ce que vous aviez déjà un attrait pour le Japon, notamment pour son imaginaire visuel? Oui, en fait, chez mes parents, il y avait des albums d'images, un livre du film Ran de Kurosawa, plus des livres d'images sur le théâtre No du kabuki. Et voilà, et moi quand j'étais adolescent, c'était donc je vivais dans un tout petit village, donc c'était avant Internet, donc il n'y avait pas Pinterest, il n'y avait pas tous ces trucs-là qui sont formidables. Et du coup, c'était une source d'images, d'imaginaire et de rêverie, oui, et de dessin aussi, parce que j'ai beaucoup recopié ces images. Voilà. Qui vous ont formé du coup dans votre métier. Oui, ça fait partie. Il n'y avait pas que ça, mais ça fait partie de fabrication d'imaginaire. Graphique, oui. Alors ici, tous les deux, vous avez choisi donc d'adapter le clan des Otori, qui est, je l'ai dit, une œuvre qui vous préexistait, puisqu'il s'agit d'une série de romans de Liane Hearn. Ce sont des millions et des millions d'exemplaires vendus, donc ce sont des romans extrêmement populaires. Est-ce que vous les aviez déjà lus auparavant? Est-ce que vous en aviez déjà connaissance avant qu'on vous propose de les adapter? Alors pour ma part, oui, je les avais lus il y a 20 ans maintenant. J'avais adoré ça à l'époque et je faisais pas de bande dessinée à l'époque et c'était vraiment une source de fantasme. J'aurais adoré à l'époque travailler dessus, en effet, déjà en bande dessinée. Voilà. Sauf qu'à l'époque, je faisais donc pas de bande dessinée, que voilà, c'était pas du tout dans les cahiers, enfin dans les cartons, donc c'est resté une envie comme ça. Donc quand le projet est passé par chez Gallimard et par Stéphane, oui, tout de suite j'ai foncé direct. Alors, je reviens quand même sur le fait que vous rêviez déjà à l'époque de les adapter en bande dessinée, c'est-à-dire que tout de suite il y avait des images, il y avait un univers visuel qui était attaché à ça et que vous avez essayé de retrouver, de ressaisir pour cet album. Puis j'ai fait partie de ces lecteurs qui ont été emportés par le récit épique, par le côté tout ce qui se passe dans ce récit, le drame, l'amour, les combats, tout ce truc-là. Donc c'était une source d'imagination assez. Enfin, j'avais adoré. Voilà, ça faisait partie à cette époque quand je me posais la question de faire de la bande dessinée, comment en faire. Ça faisait partie des envies. Je me dis, ça serait chouette de travailler là-dessus. Voilà. Sauf que bon, à l'époque, j'avais ni la maturité, ni les compétences, ni rien du tout pour le faire. Donc ça, c'était pas fait. Mais heureusement, des années plus tard, c'est à vous qu'on a proposé le Stéphane projet. est arrivé. Voilà, Stéphane Melchior. Vous, c'était aussi une série de romans, Les Otori de Liane Hearn, que vous connaissiez? Alors, c'est l'éditeur qui m'a fait découvrir cette série. Je m'intéressais à la littérature japonaise. Mais par des auteurs japonais, en fait. Parce que je ne l'ai pas dit, Liane Hearn, ce n'est pas d'abord son vrai nom. Non. Et il s'agit d'une anglaise. Oui, elle s'appelle Gillian, donc elle a gardé de son prénom Lion. Et Hearn, c'est en hommage à Lafcadio Hearn, qui est
un des premiers explorateurs du Japon, on va dire, qui s'est marié avec une japonaise et qui est un des premiers à avoir relaté tous les grands récits folkloriques du Japon. Voilà, Lafcadio Hearn, ça fait partie justement des auteurs qu'on peut lire pour se familiariser avec la culture mythologique du Japon. Voilà. Et donc, j'ai découvert, par le biais de mon éditeur, cette série. J'avais lu quelques romans de sabre déjà, comme Le Sabre et la Pierre ou ce genre de choses. Mais j'ai découvert grâce à Gallimard cette série qui m'a tout de suite accroché. Sauf que c'est une série monstre, c'est-à-dire c'est énormément de romans, puisque donc Liane Hearn, de son vrai nom, Gillian Rubinstein, elle a fait des histoires à côté des histoires, après les histoires, avant les histoires, et c'est aussi une série qui a rencontré énormément de lecteurs. Ça veut dire aussi il peut y avoir des pressions, des attentes forcément très fortes de la part des lecteurs. Comment vous êtes débrouillé de cela, Stéphane Melchior? J'essaie de pas y penser. Voilà. J'avance en confiance. J'aime travailler avec Benjamin, donc j'imagine déjà le résultat en dessin, et donc ça me donne aussi vraiment confiance dans la manière dont se construit le récit et dans ce qu'il peut donner graphiquement. En effet, elle a commencé par explorer le récit autour de nos deux héros, Takeo et Kaede, un jeune garçon et une jeune fille, deux adolescents finalement. Et elle les fait arriver jusqu'au bout de leur destin en 3 à 5 tomes environ, puis ensuite elle explore ce qui pourrait arriver à leurs enfants et aussi ce qui est arrivé avant la grande défaite des Otori qui nous plonge dans ce récit très romanesque. Voilà, parce que c'est une île qui est composée de 3 pays, de 3 clans, et les Otori dominaient auparavant l'ensemble avant de perdre des guerres et de perdre du coup un bout à l'est, un bout à l'ouest. C'est ça. C'est assez inspiré de l'histoire du Japon, mais Liane Hearn prend une liberté romanesque avec le déroulé historique. On peut situer ça environ au XVe siècle, parce qu'il y a des petits points de repère dans le récit, l'arrivée des premiers chrétiens au Japon, l'introduction des armes à feu avec l'arrivée des Portugais et des Anglais. Voilà, on sent qu'on peut se situer, et la fameuse bataille de Yaegahara dont on nous parle dans le roman n'est pas sans évoquer celle de Sekigahara, voilà, qui a opposé des clans redoutables au Japon au 15e, 16e siècle. Le fait que cette histoire elle soit passée donc par les mains d'une romancière anglaise qui se fait appeler donc Liane Hearn, qu'elle raconte un Japon qu'elle transforme pour ses besoins de la fiction, vous l'avez dit, ça pourrait se passer 15e, 16e siècle, mais en même temps voilà, elle n'est pas si référencée que cela. C'est un Japon rêvé un peu. C'est ça. Est-ce que vous en êtes servi? Est-ce que ça vous a aidé justement pour le raconter en tant qu'auteur européen à aussi un public européen? Est-ce qu'il y a une prise de distance qui était nécessaire? Une prise de distance, bon, elle est déjà un petit peu dans le roman, donc il fallait, ça fait partie du travail d'adaptation, il faut rendre aussi cette prise de distance, hein. Mais aussi c'est un cadeau pour un narrateur, l'adaptateur ensuite, parce qu'il y a une part de liberté qu'il faut explorer, et qui laisse vraiment la place à un travail d'adaptation très intéressant. Mais Benjamin, je pense, aurait un sentiment assez comparable du point de vue du dessin aussi. Justement, on va lui poser la question, Benjamin Bachelier, le fait donc, que cette autrice ne soit pas japonaise, est-ce que vous l'avez ressenti ça dans les influences? Est-ce que ça vous a permis de faire au niveau du dessin? En effet, ça met une distance, ça donne une certaine liberté. De toute façon, il n'a jamais été question, moi ça ne m'intéresse pas, de faire une pastiche de romans de samouraï japonais. Donc, je ne suis pas japonais, j'ai pas cette culture-là, je suis jamais allé là-bas, je connais assez peu finalement. Donc ça donne une certaine liberté à ce niveau-là, ça permettait de développer l'imaginaire en ayant des références culturelles cinématographiques, voilà, ou des stampes ou d'images, etc. assez vastes, mais sans se coller sur quelque chose qui serait historique, qui aurait été sans doute plus lourd, et en tout cas moi qui m'aurait assez ennuyé ou contraint ou ennuyé, ça aurait été plus compliqué. C'est-à-dire comment est-ce que vous avez procédé justement pour qu'on reconnaisse que ce soit le Japon sans que ce soit véritablement le Japon, outre les costumes, outre les architectures, outre les paysages, mais justement avec les costumes, avec les architectures, avec les paysages. Exactement comme ça en fait. J'avais de la documentation, que ce soit des estampes ou
tout à l'heure, je parle de Pinterest, ce réseau-là, mais effectivement, où on trouve de tas de costumes, de kimonos, d'armes, de tout ce qu'on veut, d'architecture, de passionnés qui refont du cosplay, quoi, voilà, des costumes, etc. Ça peut servir de documentation, et puis après, voilà, après, je copie, enfin, je m'en sers, mais encore une fois, je cherche pas à faire du Hiroshi ou du Hokuzai, voilà, Et pas non plus de référence manga, qui est cette autre bande dessinée japonaise. Non, pas du tout, parce que j'en lis et je peux apprécier ça, mais c'est juste que je sais pas faire du tout, c'est pas du tout mon métier. On le sent pas, effectivement. Vous avez un rythme qui est beaucoup plus lent que le rythme du manga. Ouais, c'est beaucoup plus long, on a beaucoup moins de pages en même temps, donc du coup, là, il y a tout un tas de... Elles sont plus grandes. Comme ça, des mangas. Non, mais c'est différent, on cherche pas à faire la même chose. Donc l'idée, je sais pas, c'est plus... Moi, j'ai plus en tête ces artistes européens du début du siècle qui se sont inspirés du Japon ou en toute modestie d'un Miyazaki qui sert de l'Europe et qui utilise des mythes européens pour faire certains de ses films, ou Kurosawa fait la même chose avec Shakespeare, avec les 7 mercenaires, etc. Et c'est ça que j'avais plutôt en tête, même si ça me sert pas d'inspiration directe, mais ça donne, comment dire, une espèce... S'il y a des génies comme ça qui l'ont fait, moi, à mon petit niveau, je peux m'insérer dans cet univers-là, en faire quelque chose qui me ressemble un petit peu, ou pas, je sais pas, qui m'est plus personnel. Cependant, Benjamin Bachelier, dans cette histoire, il y a une dimension intime dont on viendra dans un instant. Il y a des fois des dimensions plus nocturnes, donc là c'est plus facile. Et puis il y a quand même quelques passages, j'allais dire obligés, en tous les cas, des figures connues du Japon. Il y a ces cerisiers, il y a ces architectures, il y a ces costumes de samouraï. Comment vous avez envisagé ça, ces moments qui sont des moments attendus par le lecteur, mais en même temps très connus par le lecteur? Oui, mais c'est les moments que j'attendais moi aussi, en fait. les moments les plus difficiles à dessiner finalement dans ce genre de récit, en ce qui me concerne, c'était plus les moments d'intimité, les face-à-face, les gros plans, etc., où ça va jouer sur il se mord la lèvre, où il fait les yeux mi-clos, je sais pas quoi, enfin un truc, ça joue à peu de choses, alors que les cerisiers, les architectures, il y a un défi à dessiner qui est plutôt, moi je prends ça comme un jeu, il y a quelque chose de très marrant à dessiner une forteresse, même si sur le moment ça peut me faire un peu... Mais dans quoi je me suis embarqué Parce que les forteresses japonaises, c'est énormément de micro-détails. Un micro-détail, et puis souvent contre-plongé, donc en fait... donc, alors, quand c'est des scènes de nuit, c'est super, parce que je mets plein d'ombres partout, on voit moins. Non, je plaisante, mais oui, c'était... Mais en fait, non, c'est vraiment un truc C'est des moments que j'attends, finalement, les scènes de bataille. Stéphane lui dit... Quand est-ce qu'il y a des scènes de bataille, quoi, avec plein de samouraïs, ça va être compliqué à dessiner, mais il y a quelque chose de réjouissant. Il y a presque un truc de gamin à dessiner, on se perd dans le dessin et dans le truc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Exactement ce que je retrouvais quand j'étais gamin ou jeune ou adolescent de ce livre d'images que j'avais chez mes parents et que voilà, je recopiais de manière parfois maladroite, mais tant pis, c'était pas... C'est exactement ça. Il y a ça au niveau du dessin, et puis ça aussi au niveau de la couleur, c'était la même manière de traiter pour vous? Non, la couleur, c'était un peu plus compliqué. La couleur, on est parti, on a beaucoup parlé avec Stéphane, et c'est qu'au début, on est peut-être en tête de quelque chose qui se rapprochait vraiment de l'estampe, mais ça fonctionnait pas, en fait. C'était trop référencé, justement, ça desservait le dessin, ça desservait la narration, ça desservait le récit. Donc, au bout d'un moment, il me semble avoir dit, en tout genre, que voilà, on allait faire quelque chose d'extrêmement simple, avec des couleurs naturalistes, très simples. Bon, finalement, il y a des couleurs un peu fluo parfois qui sortent et tout ça, mais... plus ça va quand même, plus les couleurs sont vives. Oui. Mais en fait, c'est ça dans le récit. Des roses vives, des roses vives. Ouais, parce que j'aime bien ça, et du coup, je me dis pourquoi pas le faire. Mais ça, c'est venu un peu naturellement. En tout cas, dans un premier temps, c'était l'idée de faire des couleurs, entre guillemets, simples, pour rester au service du récit, et pas pour pas rester dans une idée de... On va faire à la manière d'une estampe, etc., qui aurait finalement serait tombé à l'eau. Là, c'était pour servir le récit, et pour et le dessin et le récit. Et après... Voilà, pour raconter donc Stéphane Melchior et Benjamin Bachelier cette histoire du clan des Autori, où on l'a dit, voilà, ce clan qui a dominé peut-être pas l'île, mais en tous les cas au moins la carte qui est présente au début du livre, avant de perdre un bout à gauche, un bout à droite, un bout à l'est, un bout à l'ouest, et on va y rencontrer un jeune homme qui s'appelle Tommaso, qui va rapidement être baptisé Takeo, qui assiste au massacre de sa famille, au massacre de son village. Et ce jeune homme sauvage va être recueilli par un homme qui va se révéler être extrêmement important dans l'histoire, extrêmement important dans le clan auquel il appartient. Qui il est ce Takeo pour vous au début du livre? On sait très vite que c'est un chrétien, donc ça on peut le dire avec... la conception chrétienne de tu ne tueras point, qui est peut-être le mantra le plus utilisé, le plus présent à lui, mais est-ce que c'est quelqu'un qui va devoir complètement chambouler sa vie et en faire, en fait, finalement, est-ce que vous avez écrit un roman d'initiation?
Oui, c'est tout à fait ça. Melchior. C'est tout à fait ça. En fait, Takeo, il le sait pas encore, mais il est appelé déjà par ce destin, parce que il y a un mystère qui réside dans sa naissance. Ses origines sont très importantes parce que il ne le sait pas encore, même s'il le vit un peu au quotidien, il appartient à une caste particulière qui s'appelle la tribu. Et cette tribu, elle correspondrait un peu à tout le folklore et les fantasmes qu'on peut bâtir autour des ninjas, c'est-à-dire ces espions ou ces assassins qui ont développé des pouvoirs particuliers, surnaturels en vérité. Et dans la mythologie forgée par Lion Hearn, eh bien cette tribu, elle est très puissante, elle est très ancienne, c'est peut-être une des plus anciennes races humaines, on pourrait dire, elle le présente comme ça. Et Takeo appartient à cette tribu, il ne le sait pas vraiment, il est déjà considéré comme un enfant un peu étonnant à l'intérieur de ce petit village de paysans dans lequel il vit, où il est élevé par sa mère et ses deux sœurs. Et il est regardé avec une certaine bienveillance et un peu de curiosité, une légère méfiance par les membres des Invisibles. Ouais. Voilà. Les Invisibles, c'est qui ? C'est justement cette petite... Alors, c'est difficile. On parle de tribu pour les Invisibles, mais on parle de tribu pour les ninjas. Enfin, voilà, une petite communauté paysanne, voilà, qui se cache au cœur des montagnes parce qu'ils sont persécutés, comme l'étaient les premiers chrétiens au Japon. Donc là, on ne les appelle pas des chrétiens, mais les invisibles, parce qu'ils se cachent tout simplement. Alors, mais tout est un peu emboîté, parce qu'à la fois parler d'invisibilité, c'est déjà évoquer des pouvoirs. Je démarre le récit là-dessus, sur une sorte de paradoxe. Donc tout se mêle, tout est compliqué, comme au Japon. Tout est toujours très compliqué au Japon. Pour un regard occidental, et eux, ils acceptent cette complexité, elle fait partie de la vie. Mais pour revenir au personnage de Takeo, en fait, tout est déjà en lui pour en faire un personnage de roman avec un destin exceptionnel. Mais qui lui échappe, parce que vous l'avez dit, effectivement, très vite, les autres savent qu'il appartient à une histoire particulière, mais même après le massacre de son village, quand il est recueilli par ce personnage important dans le clan des Hoki, quand il va arriver en ville, tout le monde lui reconnaît des similarités physiques avec des gens importants. Sauf que lui, il passe complètement au travers de cela. C'est ça. En fait, les choses se nouent autour de lui sans qu'il ait vraiment prise en fait, sur cette réalité-là. Il se laisse balloter. Il est dans ce rapport du devoir et de l'obéissance qu'ont les castes inférieures pour les castes supérieures. Le seigneur Otori vient de lui sauver la vie. Et à partir de là, il considère que sa vie lui appartient plus, qu'il est au service de cet homme. Et donc que cet homme commande et il obéira. Voilà. Après, il ne sait absolument pas dans quoi il s'embarque. Voilà. La ressemblance physique entre son sauveur et ce qu'on suppose être le frère de son sauveur à cet instant du récit, pour lui, c'est un épiphénomène. Il est mené, voilà, et il est conduit quelque part dans son destin par le seigneur Otori. Il est mené, il est sauvé aussi. Et ça, Oui. c'est aussi une interrogation quand même qu'il a. Pourquoi cet homme si puissant l'a sauvé, lui, l'a recueilli, lui, et l'adopte, lui. Oui, pour lui, il est rien. Il fait partie de la caste la plus basse de son pays. Il se demande pourquoi il a survécu. Bon, grâce à des dons qu'il commence à pressentir aussi. Là, il y a une sorte de vibration qui s'installe dans son être. Et il sent qu'il peut réaliser des choses, mais qu'il ne comprend pas très bien. Il ne sait même pas trop les contrôler. Il ne comprend pas trop ce qui lui arrive, mais enfin, bon, ça lui arrive et ça lui sauve la vie en partie. Là aussi, c'est de l'invisible, c'est de l'ordre de l'invisible, puisque Absolument. le sens qui se développe pour lui, c'est l'ouïe. Il est capable de reconnaître, de sélectionner les sons qu'il va entendre. Il est capable aussi dans le récit, pour quelqu'un qui fait le scénario et l'adaptation, voilà, c'est assez intéressant parce que, en fait, dans le roman, c'est là où je prends des libertés avec le roman. Dans le roman, pendant très longtemps, Tomazu, qui devient Takeo, rebaptisé Takeo, il est muet, en fait. Et il n'arrive pas à desserrer les mâchoires. Tout le temps que ses pouvoirs s'installent en lui et qu'il en prenne conscience, il est muet. Mais moi, je ne peux pas faire 15 pages de bande dessinée muette sans m'intéresser à tout ce qui se passe. Donc, j'ai développé les choses sous un autre angle, plus graphique, pour aussi m'appuyer sur le dessin de Benjamin. On a plus travaillé la question de l'invisibilité que celle de Louis qui s'accompagne de son incapacité à s'exprimer dans le roman. Donc voilà, on déplace et on s'appuie sur le dessin. Ouais. Heureusement pour vous, Benjamin Bachelier, c'est comme vous aviez lu les romans, vous saviez que ce personnage, il était à la fois invisible et il avait un rapport au son très particulier. Bref, tout ce qui n'est pas visuel. Exactement. Du coup, c'était une bonne solution.
En fait, toutes les petites différences que Stéphane amène dans le récit par rapport au roman, j'entends, on y gagne visuellement, enfin, c'est plus intéressant. Et puis oui, c'est vraiment adapté c'est très de l'adaptation de son travail de transcrire l'esprit du roman et puis l'adapter vraiment au médium de bande dessinée. Effectivement, le truc du son visuellement, tout de suite, cette faculté du son visuellement, graphiquement, voilà, à dessiner, c'est plus compliqué. Quand il disparaît, c'est quelque chose de plus. Voilà, on comprend. Là, il n'est pas là, voilà, c'est plus clair. Des petites éclairs et tout ça, c'est super. Mais vous l'avez dit, Stéphane a adapté pour le médium bande dessinée, mais Stéphane a adapté pour vous, Benjamin Bachelier, pour votre propre dessin. Est-ce que ça, vous l'avez senti dans le scénario que vous avez reçu Ou est-ce que vous-même, vous avez pu faire des demandes particulières en raison de vos envies de dessin? Pas tellement, en fait. Non, je crois pas t'avoir demandé quoi que ce soit, Stéphane. Peut-être plus de bataille, mais voilà, ça va venir après. Je connais bien, en fait. Non, mais en fait, il y a deux choses aussi. C'est que ceci dit, sur ce dessin-là, auprès de Gallimard, j'ai un peu dû faire mes preuves quand même. C'était pas gagné au tout départ quand on en a parlé. Moi, j'aurais dit très rapidement, quand ce projet est passé dans les couloirs, j'ai entendu parler, j'aurais dit, ça m'intéresse. Oui, bon, Benjamin, t'es sympa, mais bon, est-ce que vraiment t'es sûr que tu peux dessiner ça? Donc j'ai fait mes preuves, j'avais très envie de le dessiner, donc voilà, il a fallu un peu que je travaille de façon un peu différente de ce que j'avais pu faire avec Stéphane sur Melville et sur Gatsby de Fitzgerald, c'est quand même... oui, mais c'est un dessin différent. Voilà, évidemment, c'est pas le même univers culturel. Plus impressionniste, plus expressionniste parfois. Enfin, là, il y a un truc de détail, de narration qui est un peu différent, donc il a quand même fallu s'adapter au récit. Est-ce que je sens qu'il écrit? Je sais pas, en fait. Moi, après, peut-être, parce qu'effectivement, quand je lis son scénario, les images assez naturellement. Je fais parfois des petites. Je me permets parfois de changer des petites choses à droite à gauche, mais assez naturellement, les images viennent toutes seules. J'ai pas besoin de faire un énorme storyboard en amont pour avoir la validation de Stéphane. Je sais que ça va coller à peu près, donc j'imagine que c'est pas tout à fait un hasard quand même. Le storyboard étant pour les auditeurs les moins familiers, étant une des étapes transitoires dans lesquelles vous présentez déjà une mise en scène et une mise en dessin. Ça, comme un brouillon. Comme un brouillon, c'est ça, ouais. Mais alors du coup, Stéphane Melchior, est-ce que vous avez cependant volontairement anglais certaines scènes, nous raconter certaines scènes en prenant en compte les possibilités, le potentiel du dessinateur qu'est Benjamin Bachelier? Ben oui, je fais attention à ça. Moi, j'aime beaucoup le travail de Benjamin. Benjamin est peintre aussi, donc on est devenus amis au fur et à mesure des collaborations. Donc je connais bien son dessin, je m'intéresse beaucoup à son art sous toutes ses formes, donc je devine le potentiel que je peux tirer de son travail et de sa sensibilité. Donc je vais pas dire que je travaille que pour lui, mais je pense beaucoup à lui quand j'écris, et je me dis oui, ça va être super payant, ça je sais qu'il va accrocher, je sais de quoi il est capable, je connais sa palette de couleurs, voilà, donc je lui propose des choses sur lesquelles je pense qu'il va vite rebondir. Ça c'est le plaisir de la collaboration aussi, c'est de travailler avec quelqu'un dont on apprécie vraiment beaucoup le talent. Donc je m'appuie sur ses qualités de couleurs, et je sais qu'il y a des choses qu'on partage, qu'on parle pas que de travail, on parle de plein de choses ensemble comme deux amis, et donc je sais qu'il y a des choses auxquelles on est sensible, le monde de la nature, etc. Donc ça fait aussi partie du travail d'adaptation. Par exemple, je me suis beaucoup appuyé sur tout cet animisme japonais, ce folklore, voilà, des totems animaux qui n'est pas du tout présent dans le roman, mais par exemple je savais quelle partie intéressante Benjamin allait pouvoir en tirer. On a déjà travaillé ensemble, on a essayé des tas de petites choses, je vois passer d'autres choses que les dessins qui nous rapprochent à travers la bande dessinée, donc je sais qu'il va aimer ça en fait, et je sais très bien que ce sera réussi. Donc je m'appuie sur son talent, j'avance. Je pense que si j'avais travaillé avec un autre dessinateur, le résultat, j'aurais pas travaillé de la même façon. En lui lançant des défis, ou Benjamin Bachelier, est-ce que c'est comme ça que vous les avez reçus? Je pense notamment à deux fresques qui sont dans l'album, une qui présente un dragon et l'autre une mer tempétueuse, avec à chaque fois un phénix, avec à chaque fois du bleu extrêmement impressionnant, parce que ces fresques, elles ont aussi cette vocation-là à impressionner le lecteur, à impressionner les personnages. C'était quoi? C'était des moments de plaisir ou des moments de défi? De plaisir, de défi, c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Les moments les plus douloureux, enfin douloureux, c'est un grand mot. Les moments les plus laborieux, où ça va être compliqué, où je tire un peu la langue, c'est les moments au contraire où c'est des personnages qui se font face, il se passe pas grand chose, c'est que du dialogue, et là il faut essayer de renouveler avec une expression de visage, une main qui bouge, je sais pas quoi, pour essayer de rendre le truc vivant. Quand c'est des grandes images comme ça, même des images plein pot, dans le second volume là, qui sortira en octobre, il y a pas mal d'images plein pot comme ça, plein de pages, où vraiment entre guillemets, enfin spectaculaires.
c'est un défi, mais du coup, c'est un vrai plaisir parce que là-dessus, il y a quelque chose de très amusant à dessiner. Mais évidemment, il y a un défi, et puis voilà, mais c'est. Encore une fois, j'aime bien ces défis-là, c'est quelque chose qui est plutôt. C'est assez. C'est réjouissant à dessiner. Ouais, mais là, il fallait en mettre plein la vue. Et oui, il y a ce côté-là. Mais. Oui, c'est ça. Mais, parce que c'est ça qui est recherché aussi dans l'histoire. Hein. C'est pas que en mettre plein la vue pour le plaisir de en mettre plein la vue. Non, oui, le phénix, effectivement, le phénix dans l'histoire, c'est une fresque, ça représente les autres de pouvoir, et c'est vraiment, on joue là-dessus sur la fresque qui représente quelque chose, qui représente du pouvoir, qui est pas juste là pour faire joli. Mais non, mais le fait d'en mettre plein la vue, c'est un côté, on lâche un peu les chevaux, on met le volume à fond et on y va. Enfin, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là mais qui est payant. C'est comment dire, oui, ça a du sens en quelque sorte, c'est payant. Ça permet aussi de rythmer le récit, voilà, d'avoir si on a quelque chose de très monotone tout du long. Bon, ça pourrait peut-être fonctionner, pourquoi pas, mais ce serait tout à fait autre chose. Là, on se permet d'avoir des images parfois qui claquent un petit peu. Et ben, ça permet c'est peut-être. Moi, je me dis que à ce moment-là, ça peut aussi, titiller l'œil du lecteur, de la lectrice, et soit de nous réveiller, voilà, dans un plat, quelque chose qui va être un peu salé ou sucré, quelque chose qui va épicer, il y a un peu de tout ça. L'ensemble. C'est trop des images, mais voilà, c'est un peu ça. Stéphane Melchior, Benjamin Bachelier nous a dit tout à l'heure qu'il a fallu qu'il fasse ses preuves quand même pour être accepté par Gallimard pour cet album, ce qui nous amène quand même à si cet épisode de Ce qui se lit est différent des autres parce qu'on n'a pas l'éditeur, ça nous amène quand même à vous interroger sur ce rapport à l'éditeur. Comment est-ce que vous avez imposé Benjamin Bachelier auprès de votre éditeur? Bon, c'était pas Benjamin est modeste, hein, c'est pour ça qu'il dit ça, qu'il a dû faire ses preuves. En même temps, Gallimard apprécie beaucoup son travail. On n'en est pas à notre première collaboration. Il sait qu'on est un duo d'auteurs qui fonctionne bien ensemble. Il n'y avait pas une prise de risque non plus énorme sur la personnalité de Benjamin. Néanmoins, en effet, l'univers du Japon, c'était nouveau pour Benjamin. Lui, voilà, il avait ce goût pour le Japon qui faisait partie de sa culture graphique, mais il l'avait pas encore déployé en bande dessinée. Donc, en effet, en dépit du fait qu'on travaille très souvent ensemble et aussi chez Gallimard, on essaie de présenter notre travail modestement. Donc on fait, même pour moi, j'ai fait un essai de 5-6 planches scénarisées. J'en avais besoin même pour savoir comment j'allais poser cet univers. Et Benjamin, c'était nécessaire aussi parce qu'il fallait qu'il apprenne ce vocabulaire graphique différent. Bon, on a dit tout à l'heure que on prenait une certaine liberté avec l'histoire, etc. C'est vrai. Néanmoins, tout est très, très, très documenté. Donc pour adapter, il faut des fondations extrêmement solides. Donc moi, je me documente énormément. Pour rebondir avec ce qui s'est dit tout à l'heure, par exemple, cette fameuse grande belle case avec le phénix, c'est vraiment un travail d'adaptation. Il n'est pas dans le roman, ce décor. Et simplement, moi, j'ai une scène à placer, voilà. Et je me dis, j'ai pas beaucoup de cases pour caractériser mes personnages. Qu'est-ce que je peux donner comme élément d'information qui soit pas didactique, pénible à lire, qui soit pas que du blabla? Je vais m'appuyer sur les dessins de Benjamin, et donc je recherche des symboles. Je me dis, voilà, le symbole du pouvoir, celui que s'octroie l'empereur, c'est le symbole du phénix. Si je le donne à une famille de nobliaux, arrivistes, etc., je dis quelque chose. Et donc, cette femme, Noguchi, se fait, par erreur, bâtir un magnifique décor somptueux, mais qui est une véritable insulte à la face de l'empereur, parce qu'elle n'est pas censée pouvoir représenter ce genre de symbole. Donc, tout n'est pas expliqué dans la bande dessinée, c'est un peu dit. Mais voilà, en fait, le dessin se construit comme ça, pour le plus grand bonheur de Benjamin, parce qu'il peut faire une très belle planche, une très belle case. Mais voilà sur quoi on s'appuie du point de vue de l'adaptation. Comment est-ce que vous avez travaillé avec votre éditeur? Parce qu'il a donc accepté que ce soit vous qui donniez votre version, votre interprétation de livres que lui-même publie en français, Gallimard Jeunesse. Mais pendant tout le travail d'accompagnement, c'est comme un gros album. Vous n'avez pas choisi, même si c'est qu'un premier tome, vous n'avez pas choisi le 48 pages classique. Comment vous avez œuvré ensemble? Donc en fait, encore une fois, j'ai écrit une note d'intention. Voilà, après avoir lu les romans, je me suis posé plein de questions, et puis j'ai mis tout ça par écrit, et puis j'ai fait une proposition d'adaptation. Voilà. On a un roman qui est ample, assez complexe, donc il fallait de la place. Donc on s'est dit qu'il fallait au moins 3 albums de bande dessinée pour adapter un volume de roman. Voilà, ça nous permettait de prendre notre temps. De ne pas aller trop vite sur les personnages, de les voir évoluer aussi au sein d'une première trilogie.
C'est une nouveauté, un jeu, il me semble, et pour l'un et pour l'autre. Moi, j'avais déjà adopté ce point de vue avec les romans de Pullman, en travaillant sur les Royaumes du Nord. Voilà. Et ça avait été apprécié par Pullman, justement, qu'on n'aille pas trop vite dans l'œuvre. Je pense que Lion Hearn, qui était moins familiarisé avec la bande dessinée au début, nous a fait confiance. On ne le savait pas trop. Maintenant, elle est très heureuse. Elle nous l'a écrit. Mais voilà, j'ai fait une note d'intention en me jetant à l'eau, en disant voilà, je pense qu'il faut prendre notre temps, et voilà pour moi les références que j'y vois. Encore une fois, on se documente beaucoup avec l'estampes, mais l'estampe, elle surgit surtout à partir du XVIIIe siècle. Alors les costumes, les coiffures, c'est pas du tout ceux de notre époque. Donc je vais chercher dans les musées, je me renseigne. J'ai quelques amis au Japon qui font des recherches pour moi. Et donc on s'appuie vraiment sur un travail très très solide pour convaincre l'auteur et l'éditeur. Voilà, donc ça a donné lieu donc à une longue note d'intention, et puis des planches pour Benjamin, et moi aussi des propositions de scénarii pour travailler le rythme, savoir comment j'allais entrer dans le récit. Et une des clés qui m'a longtemps fait hésiter, en fait, c'est d'utiliser cette voix off que j'utilise beaucoup dans le récit, et qui permet d'avoir une approche assez romanesque finalement, et en même temps de rendre un peu les pensées intérieures des personnages, puisqu'on est beaucoup justement au début du récit dans l'intériorité de nos héros. Voilà, ils essaient de comprendre ce qui leur arrive, ils font des réflexions sur un monde qu'ils découvrent, et ce procédé que je n'ai pas du tout utilisé pour les Royaumes du Nord, autre récit complexe, mais voilà, convenait très bien pour les Autori. Voilà, aussi bien du côté de Takeo que la personne dont on n'a pas parlé, qui est Kaede, qui est l'autre héroïne. On a un tout petit peu évoqué. Oui, un très beau personnage, mon préféré sans doute dans le roman. Oui. Plus complexe parce que prise en otage dès le départ, et aussi une histoire d'initiation, une histoire qui doit se débrouiller dans un monde très violent sans pouvoir. Voilà, absolument, absolument. Mais quoi qu'il arrive des choses dont on commence à se poser des questions, on meurt un petit peu trop autour d'elle. C'est vrai. Voilà, ça s'appelle donc Le Silence du Rossignol. C'est le premier titre, premier album du clan des Autori, votre série parue aux éditions Gallimard, bande dessinée. Stéphane Melchior au scénario et Benjamin Bachelier au dessin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. C'était Ce qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.